Un grand bonjour à vous, garçons, filles, enfants peut-être ou personnes âgées. Bienvenue dans cette série d'émissions Claude François, sa mort. Une série d'émissions en 200 épisodes qui a attiré beaucoup de succès sur notre chaîne, puisqu'une émission diffusée il y a 2 semaines a fait 2300 vues quand même d'une vidéo de 1 heure, et c'est très agréable et je suis très content de ce record d'audience. Mais c'est vrai que Claude François, sa mort, pourquoi ça marche, pourquoi ça plaît? Parce qu'il y a des réponses à des questions que parfois des gens se sont posées, d'autres ne se sont jamais posé aucune question. Quand on a dit que Claude était mort finalement dans sa salle de bain, personne n'a dit que Claude s'était électrocuté sur un monophasé, sur une applique dont le canal de son compteur était relié à l'éclairage de son appartement et était un canal de 5 ampères, mais en réalité par rapport à la vitesse du disque qui tourne, l'ampérage était de 3 ampères quand il a touché l'applique. Donc vous voyez que c'est une affaire pas claire. Un homme qui aurait des doigts carbonisés en 5 secondes sur une applique qui bouge 1 millier de fois toute seule, dira Kathleen. Quand on sait le peu de temps qu'il a passé dans cet appartement, puisqu'il était tout le temps en voyage, vous imaginez ce que c'est qu'1 millier de fois? Eh bien, 2 ans, ça fait combien de jours? Eh bien, ça fait même pas 1000 jours. Même pas 1000 jours. Donc vous voyez, c'est une histoire complètement inventée, puisqu'en 2 ans, il a fait énormément de voyages. Non, c'est une histoire qui a été complètement inventée, sa mort. C'est même du grotesque absolu. Et on va pas être méchant avec Kathleen, parce qu'on sait qu'elle a joué simplement un rôle dans la mort de Claude François, de raconter une histoire. D'ailleurs, l'histoire qu'elle raconte, c'est plutôt l'histoire de son frère, qui s'est électrocuté plusieurs mois avant Claude François, qui était lui aussi tout nu, dans sa baignoire. Lui aussi a vu un objet bouger tout seul. Il s'est électrocuté, resté paraplégique à vie dans un fauteuil roulant, pendant qu'elle nous raconte aussi l'histoire de Claude, mais lui, il est mort. Il a eu beaucoup moins de chance. Émission dédicacée à Claude François Junior, je t'aime très fort. Et tu sais, j'ai toujours... Regarde mon coco, je vais enlever la photo de Thérèse. J'ai toujours de toi, et puis on doit le dire aussi de Jean-Marc. J'ai toujours vos photos à la maison. Photo de mon Coco, donc Coco qui est en compagnie de son père. Très très belle photo. C'est d'ailleurs peut-être ma préférée parce qu'on te voit bien sur la photo. Et on voit aussi la grande largeur de tes yeux. On sait que Claude François prenait lui-même les photos, mais là au moins, c'est une photo qu'il n'a pas prise. Et elle est réussie. Peut-être même mieux que celle qu'il prenait, puisque Claude donc prenait lui-même des photos. On va remettre donc Marie-Thérèse, qui est très jolie sur cette photo, je l'ai toujours dit. Et puis, on va parler de Jean-Marc, qui est le deuxième fils de Claude François. Donc, je pense souvent à toi, ne t'inquiète pas, tous les jours. Je t'aime très fort, Jean-Marc. Reste en bonne santé. J'ai vu que tu avais un peu maigri et je m'inquiète de ce poids. Tu dois reprendre un peu du poil de la bête et reprendre quelques kilos. 5 kilos de plus serait quand même souhaitable. Je t'ai trouvé très amaigri. Bonjour à la capitaine des Claudettes. Bonjour à Sylvie Mathurin, puisqu'on va parler d'elle. Bonjour à toutes les Claudettes. Et à Nadine Ligneron, que vous connaissez, c'est la Claudette Prisca, bien sûr. Bonjour à Julie, si elle est en vie. Et puis à d'autres Claudettes, Carole Plumel et tant d'autres. Et puis à Nati Cloclo, Nathalie, un grand bonjour et merci de votre fidélité. Et j'en ai autant de mon égard pour vous. Très important, la mort de Claude, de suivre tous les épisodes, de revenir un peu en arrière si vous n'avez pas suivi cette série complète, parce que ça vous aidera à mieux comprendre certains éléments, parce que beaucoup de personnes qui ont suivi l'émission sont déjà en mesure eux-mêmes de poser les bonnes questions. Ainsi, je reçois début du mois de juillet 2026 une lettre de Gabi, qui s'interroge sur la mort de Claude François, et il pense, et c'est ce qu'explique Gabi, par rapport
à l'agenda de Claude François fait par Fabien Lecoeuvre et par rapport à ce qu'a révélé Fabien Lecoeuvre, que Claude aurait décollé de Suisse à 22 heures. Je sais, Gabi, et je vous réponds, on va voir votre lettre, que c'est la version officielle de l'histoire. Une version qui a tenu 30-40 ans, où Sylvie Mathurin s'est donnée à cœur joie, sans la critiquer, dans cette version un peu farfelue, on doit le dire, où Claude François aurait pris l'avion à 22 heures. Elle a raconté ça un peu partout. Je ne sais pas si elle ne s'est pas un peu ridiculisée, parce que c'est pas tout à fait l'heure à laquelle il a décollé. Je vais diffuser dans cette émission le témoignage du pilote de l'avion qui pendant 1 minute 30 va nous dire l'heure exacte de décollage. Parce qu'il y a une petite polémique qui est née sur notre chaîne sur l'heure de décollage. Selon Gabi, il nous le dit parce que Fabien Lecoeuvre le dit dans l'agenda, Claude a décollé à 22 heures de Suisse. Alors je vous réponds, Gabi, mais bien sûr que Fabien Lecoeuvre est le gardien du tombeau du Christ et que je crois que, pour faire un peu d'humour, dans une ancienne vie, il a dû garder le tombeau de Jésus en personne, mais là, on est sur une autre affaire un peu différente, celle de la mort de Claude François. Voilà, on ne parle pas de résurrection en 3 jours, puisque depuis tout le temps qu'il est mort, on l'attend encore, Claude. On se dit, tiens, il va revenir, il est où Claude? Est-il ressuscité comme Jésus? Ça ferait peut-être une bonne émission d'ailleurs, hein, la résurrection de Claude comme Jésus. Mais là n'est pas la question, restons un peu aussi dans le côté sérieux de l'émission, sans se prendre au sérieux, et une pointe d'humour est toujours important. Alors Gabi, on va voir votre courrier que j'ai reçu, et j'aimerais, avant de voir ce courrier, que vous allez tous lire, vous remercier. Je vais un peu résumer le courrier, je ne vais pas tout lire. Et puis les gens, de toute façon, ceux qui savent lire, pourront voir à peu près ce qui est écrit. Et puis pour les autres, je vous résume. Alors Gabi, voyons ensemble cette lettre que vous m'avez envoyée et coupons temporairement cette photo de Marie-Thérèse. Une lettre de Gabi. Bonjour Monsieur Harriman, c'est toujours un plaisir de vous écouter. Et de nous donner autant d'informations. Alors je précise, pour ceux qui lisent la lettre, que je ne vais pas tout vous lire, parce que la lettre est un petit peu longue. Simplement dans cette lettre, il me dit qu'il a lu l'agenda donc, qui a été écrit par Fabien Lecoeuvre, et que Fabien Lecoeuvre révèle que Claude a décollé de Suisse à 22 heures. La durée de vol est de 1 heure 10 minutes. Et il me dit, Gabi, ça colle pas. Et c'est vrai que l'arrivée donc au Bourget aurait dû être de 23h20 et pas 1h du matin, 23h20. Et dans ce cas-là, enfin 23h15 ou 23h20, et dans ce cas-là, s'il était arrivé à 23h20, Gabi pose la question, enfin il pose pas des questions mais il donne plutôt des réponses. Hein, c'est une lettre de réponse. Il me dit que s'il est arrivé à 23h15, on va dire 23h20 parce qu'on sait qu'il a décollé un peu après, dans ce cas-là, comment expliquer un tel laps de temps? C'est vrai, entre le moment où il arrive, 23h20 et 3h du matin, le moment où Sylvie Mathurin pose donc ses jolies fesses, excusez-moi, son fessier sur la valise de Claude François, et elle est donc dans le couloir, elle n'a pas encore déballé ses affaires. Dans ce cas-là, on n'est pas à 3h, mais à 3h45. Claude a mis 3h45 pour se rendre du Bourget à son appartement. 3h45, c'est long. Quand on sait que cette nuit-là, il a téléphoné à sa sœur et qu'il a parlé de l'électricité qui était au moulin, parce que l'électricité qui était au moulin, EDF était venu couper parce qu'il n'avait pas payé sa facture. Alors on va croire que puisqu'il avait 3h45, puisqu'il s'est passé 3h45 entre le moment où il est arrivé et le moment où il était dans son appartement parisien, on va penser que peut-être il a fait un petit tour dans son moulin et qu'il a remis lui-même l'électricité et s'est électrocuté au moulin. Dans ce cas-là, ils ont transféré son corps dans la nuit. Il était déjà pratiquement mort au petit matin et il a peut-être pensé qu'il s'en sortirait. Voilà, c'était important donc de remercier Gabi de sa très belle lettre, et vous me dites à la fin de votre lettre de surveiller ma santé et la chaleur surtout, la chaleur d'été qui est
torride, j'ai mon ventilateur qui est là, je ne le fais pas tourner pour éviter les imperfections sonores. Alors Gabi, un grand merci pour votre lettre, et surtout votre lettre est pratiquement une réponse. Vous apportez finalement pas des questions dans la lettre, mais diverses réponses. Pas une réponse, mais diverses réponses. Oui, dans ce cas-là, vous avez raison, Gabi. Imaginons que Fabien Lecoeuvre ne se trompe pas, que Claude a décollé de Suisse à 22h. Dans ce cas-là, il arrive à 23h15, on va dire 23h20, parce qu'on ne peut pas dire que vraiment l'atterrissage est précisément à 1h. Et donc, à ce moment-là, 23h15 à 3h du matin, ça fait beaucoup de temps. Ça fait beaucoup de temps, c'est qu'il téléphone à sa sœur quelques minutes. Et quand il téléphone cette nuit-là, c'est pour parler de l'électricité. Il parle le 11 mars 1978 en pleine nuit d'électricité. Quand on sait que quelques heures plus tard, il va mourir lié à un problème électrique, pourquoi parle-t-il, sa première conversation quand il arrive en France, c'est sa toute première conversation du 11 mars, il prend son téléphone à sa sœur, donc on sait de sa voiture, puisqu'il avait le téléphone dans sa voiture, ou alors, si c'était une voiture de dépannage de Marie-Thérèse, peut-être qu'il a téléphoné de l'aéroport, et qu'il dit à sa sœur de venir chercher un chèque de comptabilité demain, il sera prêt pour le porter à EDF, parce que EDF, que les gens comprennent, sont venus dans son moulin lui couper l'électricité parce qu'il n'avait pas payé 3 factures. Alors sa sœur a dit une facture, je précise, c'est 3, peut-être même 5 factures. Ça faisait plusieurs mois qu'il ne payait plus rien. Depuis le mois de novembre, il ne payait plus ses musiciens. On ne sait même pas si les Claudettes étaient vraiment payées, peut-être un peu, parce que c'est des femmes, qu'elles ont besoin d'hygiène. Ah bah oui, une femme a besoin d'hygiène, hein. Ils ont besoin quand même, les filles, à cet âge-là, de tampons pour vous faire... de tampons, j'ai dit tampons. Bon, je pensais pas au sexe, mais c'est vrai qu'une femme a besoin d'hygiène, et donc Claude devait quand même payer ses Claudettes, qui étaient jeunes, et donc qui avaient leurs règles. Donc c'est pas pareil de payer les Claudettes qui avaient besoin d'hygiène et tout, d'être propres, etc. Tout ça, ça se paye. On sait que en face du 122 boulevard Exelmans vit 4 filles, et on peut penser que c'est là où vit Marie-Thérèse, puisqu'elle habitait en face, mais attention, en face c'était des fans qui se partageaient un appartement. Donc à ce moment-là, elle ne vivait pas avec Alain-Dominique Perrin, elle vivait avec 3 autres filles dans un appartement, et elle a caché toute cette histoire de multifans qui étaient dans un appartement privé, peut-être même que Claude avait un regard sur cet appartement. C'est la capitaine des Claudettes qui pourrait le dire aujourd'hui, puisqu'elle a bien connu ce système Claude François d'héberger les Claudettes. Je dirais pas de les héberger, mais de leur faire payer un loyer pour encore baisser la marge de ce qu'ils leur payaient. Il aurait quand même pu, Claude est un peu plus généreux parfois, et dire bon, pour le loyer, laissez tomber, c'est 1 mois gratuit. Peu importe, il n'était pas si radin non plus, mais il savait que par l'argent, il tenait un peu son personnel. Donc il jouait un peu sur le monde de l'argent pour tenir tout le monde, même si lui n'a jamais vraiment aimé l'argent. Donc on ne dira pas de mal de lui, puisqu'il n'aimait pas l'argent, Claude François. Et d'ailleurs, il se plaignait que tous les problèmes qu'il avait, c'était toujours l'argent, et que l'argent était une malédiction pour lui, plus qu'un bonheur. 11 mars 1978, je réponds à Gabi. Une femme, Sylvie Mathurin, commence, c'est vrai, à parler dès le premier jour de cette histoire qu'ils ont décollé à 22h. C'est elle en premier qui en parle, et je salue Sylvie Mathurin, je te rassure, je te déteste pas, et j'essaye de faire une émission honnête qui parle de toi en bien et pas en mal. Mais c'est toi, Sylvie, qui la première fois parle de ce décollage à 22h. Sylvie, pendant 30 ou 40 ans, va nous expliquer que Claude, alors qu'il était en Suisse, donc arrive à la limite, il était à la limite, et à 22h, 22h05, l'avion décolle, et il était heureux. D'ailleurs, il s'est retourné, et il a dit, regardez, rien n'est impossible à Claude François, et je te dirais, Sylvie Mathurin, si c'est vrai, alors il est peut-être pas mort, Claude, si rien n'est impossible. Si ça se trouve, il est pas mort. Rêvons un peu. Bah, c'est lui qui l'a dit.
Claude a dit rien n'est impossible, on va croire qu'il y a du vrai quand même. En tous les cas, Claude aimait bien dire de lui que rien lui était impossible. Alors on va le défier, on va le mettre au défi, Claude François. Si Claude, tu me regardes devant cette caméra, à moins que tu sois dans mon dos bien caché, puisque rien ne t'est impossible, eh bien réapparaît vivant. On verra si ça c'est possible. Mais attention, il a dit que rien n'était impossible. Rien, ça veut dire rien n'est impossible. Donc il serait bien capable de réapparaître vivant devant une caméra, pourquoi pas. En tous les cas, c'était important d'avoir un peu d'humour et d'exprimer aussi les choses comme ça. Alors je dirais à Gaby, c'est vrai que Fabien Lecoeuvre, et vous avez raison, a repris dans l'agenda de vie, d'ailleurs je précise c'est l'agenda de travail de Claude François, c'est plus précis, parce que si c'était l'agenda de vie, je précise, si c'était vraiment un agenda qui parle de sa vie, on trouverait les rendez-vous avec Madeleine Ken du mois février. Or on n'en trouve pas, donc c'est pas du tout un agenda de vie, mais un agenda de travail, et en effet les rendez-vous avec Madeleine Ken n'étaient pas vraiment du travail. C'était plutôt la vie de Claude François, la vie privée même. Ce qui est important de comprendre, Gaby, et je m'adresse à vous, puisque vous m'avez écrit une très belle lettre, c'est que Fabien Lecoeuvre, parfois, a repris les témoignages des autres personnes. Lui, il n'était pas dans l'avion avec Claude François, il n'a jamais dit qu'il était dans cet avion, il n'a jamais dit qu'à 22h, il se trouvait en Suisse et qu'il est formel dans son témoignage qu'il nous dit l'exactitude des faits. Lui n'a jamais parlé de ça, Fabien Lecoeuvre. Il a repris, je l'explique à Gaby, les témoignages de diverses personnes. Ça, vous le savez, vous n'êtes pas bête. Et d'ailleurs, votre lettre montre que vous êtes intelligent et je ne vous manipule pas parce que c'est une très belle lettre qui montre quelqu'un qui réfléchit. Mais si c'était 22h, dans ce cas-là, Gaby, vous avez raison. Il s'est écoulé beaucoup de temps, beaucoup trop de temps. Claude aurait pu aller à pied du Bourget à son appartement, puisque à pied, on y va en 4h20. Et qu'il a mis 3h45 en voiture pour aller du Bourget à son appartement. Mais comment on peut mettre 3h45 en voiture, puisqu'il n'y avait pas de bouchon cette nuit-là, et donc la route était tout à fait limpide, comment on peut mettre 4 heures en voiture quand à pied, eh bien on les mettrait. Évidemment, dans les 4 heures, il y a cette étrange conversation, c'est la toute première conversation que Claude va avoir avec sa sœur. Il aura 2 conversations avec elle ce jour-là. Il la voit uniquement par téléphone, c'est-à-dire il l'entend. Première conversation en pleine nuit. Il arrive, il demande où on en est avec cette histoire d'électricité, puisqu'il avait été informé le 8 mars. Et malheureusement, sa sœur lui dit on est au point mort de la situation. EDF n'est pas venu remettre l'électricité. Donc Claude propose de venir au boulevard Exelmans, de prendre un chèque de comptabilité et de faire remettre l'électricité, si possible avant l'arrivée des Claudettes qui devaient venir le week-end. Difficile de faire déranger EDF un week-end. À cette époque-là, il ne travaille pas samedi, dimanche et même lundi. Il travaillait du mardi au vendredi, même le lundi, à part urgence. Il ne travaillait pas à EDF. Mais bon, en tous les cas, en plus, c'est un petit village, à 50 km de Paris. Quand on fait intervenir EDF dans un petit village perdu, à Baden-Moi, c'est un petit village perdu loin de Paris. Vous imaginez, vous téléphonez à EDF, venez à Baden-Moi. Bon, EDF va dire, oui, mais attendez, on doit vous trouver une équipe. C'est à 50 km de Paris. Pour déplacer une équipe, c'est pas gagné de déplacer EDF, de leur faire consommer 100 km d'essence aller-retour. Ça coûte de l'argent. Et où on va trouver l'équipe qui va faire le voyage? Il y a déjà 1h30 à 2 heures de voyage pour l'aller et retour, sans compter de remettre l'électricité, et puis tout le reste. Et puis EDF doit d'abord, avant de remettre l'électricité, toucher le chèque. Donc si c'est un chèque de comptabilité, ça veut dire qu'il est certifié par la banque. Donc on voit bien que Claude avait préparé cette nuit-là un plan secret. Parlons d'abord de son plan secret avant de parler de l'heure exacte de décollage de Suisse. Claude avait un plan secret. Son plan secret était d'établir un chèque de comptabilité certifié par sa banque.
Oui, vous avez compris, EDF ne viendra pas s'ils ne sont pas sûrs à 100% de toucher le pognon. Excusez-moi, faisons un peu d'humour, de toucher l'oseille, ça veut dire en français de toucher l'argent. Si EDF est informé qu'il y a un chèque de comptabilité qui est certifié par la banque, ça change tout. Parce que ce chèque, c'est de l'argent liquide, même si c'est un chèque. Beaucoup de gens à cette époque-là pouvaient demander à la poste ou même à leur banque un chèque de banque, on appelait ça un chèque de banque, qui était certifié. Ce chèque de banque était fait à partir du carnet de chèques ou de la poste ou de votre banquier, qui certifiait pour vous le paiement. C'est lui qui faisait un chèque à partir du compte bancaire direct de la banque et pas de votre compte à vous, qui pouvait avoir un peu de rouge. Un compte rouge, ça veut dire que vous n'avez pas d'argent sur votre compte. Le chèque de banque a existé très longtemps à la poste. Moi, j'en ai fait établir à la poste. Et puis, dans d'autres sociétés, les chèques de banque ont existé au Crédit Agricole. Claude était à la Banque Populaire, à la BNP. Il avait un compte à la BNP. Ah oui, on ne parle pas de son compte bancaire. Claude avait un compte à la BNP. Ça, c'est un truc à savoir. Donc, il avait son compte à la BNP. La BNP était une banque très populaire en France. Il avait d'ailleurs des arrangements toujours. Il payait en retard, il était au rouge, il avait des chèques en bois. En bois, ça veut dire qu'il n'y avait pas d'argent sur le compte, mais la banque était cool. Et donc, avec BNP, il a toujours trouvé des arrangements. C'est BNP donc qui va certifier le chèque. Non pas de comptabilité, c'est pas une certification par le comptable, c'est une certification de la banque où le comptable s'est déplacé à la banque pour demander un chèque de banque. Précisons quelques détails techniques, sinon vous n'allez rien comprendre à cette dernière nuit de Côte-François. Donc quand il est au téléphone, on est étonné d'une chose. Claude parle quand même d'électricité la nuit de sa mort. On est à peu près... on va dire 11 heures avant sa mort, bon on peut dire 12 heures avant sa mort, on va dire ça, et alors qu'on est 12 heures avant sa mort, Claude parle à sa sœur et il parle d'électricité. La première conversation qu'il a, quand il arrive au Bourget, il parle d'électricité, c'est incroyable. Cette dernière nuit de Côte-François, il commence sa première conversation en France où il parle d'électricité, mais il ne parle pas d'un problème dans son appartement. Il ne dit pas cette nuit-là, bon, on doit faire venir une équipe parce que j'ai une applique qui bouge toute seule dans une salle de bain. Non, son seul souci cette nuit-là, c'est le moulin. Parce que EDF est venu couper son compteur électrique parce qu'il ne payait pas ses factures. 3 factures impayées, on sait même que c'est 5. Et EDF a eu beaucoup de patience, mais après 5 factures impayées, on coupe. On coupe et c'est normal, c'est un peu normal. Une facture, 2 factures, mais après 5 factures, on se dit il ne paiera jamais. Cette nuit-là, Claude explique à sa sœur de venir à Paris, donc le lendemain, puisqu'elle est au moulin, et de récupérer au comptable un chèque de comptabilité. Ce chèque de comptabilité, on récapitule, le comptable doit se déplacer un samedi matin, où les banques à cette époque-là étaient ouvertes le samedi matin, maintenant elles ne le sont plus, et demander à la BNP un chèque de, non pas de comptabilité, un chèque de banque. Ainsi, le banquier, le directeur de la banque va recevoir le comptable, le samedi 11 mars en matinée, il le reçoit à la banque et il effectue un chèque certifié, non pas à partir du compte chéquier de Côte-François, mais à partir du compte chéquier de la banque. C'est le chèque de banque certifié. Mais pour qu'il soit certifié, vous devez déposer l'argent en liquide. Maintenant, on comprend mieux cette lettre qu'on va revoir, cette lettre de Gabi qu'il m'a envoyée. Regardons à nouveau cette lettre, qui est très très belle, et je vous remercie du fond du cœur. Je vous laisse lire cette lettre pour les gens qui savent lire le français. Une lettre peut-être qui vous paraîtra un peu longue. Il nous parle de l'appartement du 46, de l'arrivée à 3 heures du matin. Pour lui, quelque chose ne colle pas.
il aurait dû, Claude, arriver à 23h15 au Bourget, 23h20 on va dire maximum, et il ne comprend pas pourquoi finalement il s'est passé autant de temps entre 23h15 et 3h du matin, puisqu'on a le témoignage de Sylvie Mathurin. Il s'écoule beaucoup de temps, et beaucoup trop de temps pour faire 20 km. Il y a un truc qui ne va pas dans l'histoire. Et même il écrit, Gabi, ça ne colle pas. Claude a décollé de Suisse à 22h. La durée de vol est de 1h10. Donc il aurait dû atterrir à 23h15. Voilà ce que nous dit Gabi. Mais l'information, Gabi, que vous donnez, qui est une très bonne information, puisque pendant 40 ans, c'est Sylvie Mathurin qui a dit à toute la France, et même à la Belgique, que Claude avait décollé donc de Suisse à 22h. C'est à 22h qu'il décolle de Suisse et qu'il se rend donc à Paris. Voilà, alors là, vous voyez, on va pas être d'accord. On va pas être d'accord sur ce que Sylvie Mathurin nous dit, parce qu'elle a dit ça pendant 40 ans, et je dis à Sylvie Mathurin, parfois on se pose la question, si tu étais dans l'avion avec Claude cette nuit-là. Parce qu'il est étrange que tu nous expliques, et tu t'en souviens très bien, parce que tu l'as expliqué pendant 40 ans, tu nous expliques que Claude François, on va l'appeler par son nom de famille, décolle à 22h. Tu l'as dit pendant 40 ans, Sylvie Mathurin, tu l'as dit aux Claudettes, tu l'as dit à tout le monde. Je pense que Nanty Clo-Clo, la chaîne, Nathalie donc, a dû entendre ça, que c'était 22h. Et d'ailleurs, si Fabien Lecoeuvre l'a écrit dans l'agenda 22h, c'est qu'il a entendu ça quelque part. Mais il a entendu ça où? Il a entendu ça d'une personne qui est témoin de cela, c'est Sylvie Mathurin. C'est Sylvie Mathurin qui, pendant 40 ans, même encore de nos jours, nous explique que Claude a décollé à 22h de Suisse pour arriver au Bourget, donc on va dire, elle donne pas d'heure exacte, mais 1h, 1h15 après, selon Gabi, lui il donne une heure assez exacte. Il donne l'heure de vol, il peut pas se tromper, pourquoi? Parce qu'on doit comprendre qu'un avion n'est pas une voiture. Vous allez me dire, ouh là là, Marc Harriman, il nous sort encore un truc. Eh oui, un avion n'est pas une voiture. En voiture, vous serez toujours en retard. Il peut y avoir un coup de frein, un feu rouge, un enfant qui traverse une route. En voiture, vous aurez toujours du retard. Mais un avion possède des heures de vol fixes. Un avion va mettre à peu près le même temps, sauf s'il y a de l'orage, qu'il fait un détour, il va mettre le même temps. Un avion qui met 1 heure à faire une traversée mettra toujours 1 heure. Parce qu'un avion, on ne peut pas vraiment le faire voler à une distance qui serait trop basse, une distance trop haute, dangereuse, ou alors le faire voler trop lentement. Peut-on faire voler un avion à 30 km/h, à moins d'arrêter le moteur, ce qui serait une folie. Une folie et du suicide. Un avion n'est pas une voiture. Il a donc un trajet au niveau de son horaire qui est toujours pareil. Voilà pourquoi les compagnies d'avions vous garantissent un trajet en 1 heure ou 1h30. Voilà pourquoi dans la très belle lettre de Gabi, il est précis sur l'heure d'arrivée de Côte-François. C'est 23h15 selon lui. 22h il décolle de 22h il décolle de Suisse. 23h15 il arrive à Paris. Voilà. Et donc pourquoi Gabi est aussi précis dans sa lettre? Il est précis parce que les vols qu'il y a sur les avions, qu'ils soient des avions de ligne ou des avions privés, c'est pas une voiture. Il n'y a pas un feu rouge dans le ciel. Bah, je fais un peu d'humour. Hé, copilote, regarde là. Je comprends pas, à Paris ils ont mis un feu rouge dans le ciel, regarde. T'as vu, il y a un feu rouge. On fait quoi, on arrête l'avion? Ou on passe le feu rouge? Vous voyez, un peu d'humour fait du bien. Et on ne doit pas non plus prendre les choses trop au sérieux. Alors je dis à Gabi, votre lettre est bien. Pourquoi elle est bien? Parce que vous tenez compte de l'heure de vol d'un avion qui est régulier. Un avion est régulier. Une voiture, même si la route est dégagée, on peut avoir un feu rouge, un enfant qui traverse la route, un animal qui coupe la route, un pneu qui crève, on doit changer une roue,
une route voiture. On sait que cette nuit-là, Claude a fait un voyage tout à fait tranquille. On a même une interview inédite de Marie-Thérèse que je diffuserai, où elle dit qu'ils ont mis 30 minutes entre le Bourget et son appartement. Ça a roulé très bien, la route était très dégagée, il y avait pratiquement personne. Ils ont mis 30 minutes, c'est ce qu'elle dit. Alors s'ils ont mis 30 minutes, il y a quand même un petit problème s'il arrive vraiment à 23h15. Mais voilà, je réponds à Gabi, puisque je vous ai promis une surprise dans cette émission. Voilà tout ce qu'on vous a raconté pendant 40 ans, même 50 ans. Il n'y a pas grand-chose de réel, ni dans la mort de Claude François, ni même dans son avion qui décolle de Suisse, parce que cet avion n'a jamais décollé à 22h. Voici le témoignage du pilote de l'avion qui, pendant 1 minute 30, une petite minute 30, nous explique la vraie histoire de Claude François la nuit de sa mort et le décollage de Suisse. Il se souvient très bien de l'heure et c'était pas 22h. Écoutons le pilote, parce que vous savez que les pilotes sont très stricts sur les horaires. J'enlève la photo de Thérèse et je vous passe plusieurs fois son témoignage. Écoutez attentivement le pilote de l'avion qui a accompagné Claude François à la nuit de sa mort. Pour rejoindre l'aéroport de Genève, où l'attend le pilote de son avion. D'heure en heure, je recevais un coup de fil. Il n'y avait pas de portable à l'époque, mais c'était à l'escale de Genève. Bon, ben on arrive dans 1 heure, on arrive dans 1 heure. Et là, effectivement, je m'inquiétais un peu parce que l'aéroport de Genève fermait et ferme encore d'ailleurs, à 11h du soir. Donc après 11h, on ne peut pas décoller. Et puis finalement, il est arrivé. J'ai même fait presser tout le monde. Vous connaissez les Suisses et les montres et les horloges. C'était à la minute près. On a dû rouler à 11h01 ou 11h02. Le temps d'arriver sur la piste, il était 11h05. Et ils nous ont laissé décoller. Entre Genève et Paris, où le temps est très court, on n'a pas eu beaucoup l'occasion de parler. Sauf que il était assis à côté de moi. Et c'est lui qui a posé l'avion Bourget, un petit peu surveillé par moi, bien sûr, mais c'est vrai, ça je m'en souviens très bien, c'est lui qui a posé l'avion au Bourget. Je ferme tout très vite, et puis de toute façon, il y avait les mécanos qui étaient là, parce que quand Claude arrivait, il y avait du monde qui sortait hein, sur le parking, parce qu'ils étaient très contents de le voir. S'il ne nous avait pas laissé décoller, peut-être que les choses se seraient passées autrement. Il est 1h du matin quand Claude François quitte l'aéroport du Bourget pour rejoindre l'aéroport de Genève, où l'attend le pilote de son avion. D'heure en heure, je recevais un coup de fil. Il n'y avait pas de portable à l'époque, mais c'était à l'escale de Genève. Bon, ben on arrive dans 1 heure, on arrive dans 1 heure. Et là, effectivement, je m'inquiétais un peu parce que l'aéroport de Genève fermait et ferme encore d'ailleurs, à 11h du soir. Donc après 11h, on ne peut pas décoller. Et puis finalement, il est arrivé. J'ai même fait presser tout le monde. Vous connaissez les Suisses et les montres et les horloges. C'était à la minute près. On a dû rouler à 11h01 ou 11h02. Le temps d'arriver sur la piste, il était 11h05. Et ils nous ont laissé décoller. Entre Genève et Paris, où le temps est très court, on n'a pas eu beaucoup l'occasion de parler, sauf que il était assis à côté de moi, et c'est lui qui a posé l'avion Bourget, un petit peu surveillé par moi, bien sûr, mais c'est vrai, ça je m'en souviens très bien, c'est lui qui a posé l'avion au Bourget. Je ferme tout très vite, et puis de toute façon, il y avait les mécanos qui étaient là, parce que quand Claude arrivait, il y avait du monde qui sortait hein, sur le parking, parce qu'ils étaient très contents de le voir. S'il ne nous avait pas laissé décoller, peut-être que les choses se seraient passées autrement. Il est 1h du matin quand Claude François quitte l'aéroport du Bourget. Eh oui, il y a un petit problème. Le pilote nous dit que le décollage de Claude François n'était pas, je me place bien devant la caméra,
n'était pas 22 heures, mais Claude a décollé à 23 heures. Il est formel. Il dit même qu'il est arrivé après 23 heures. Il parle de 23h05. Ils ont décollé de Suisse à 23h05 et pas 22 heures. Ainsi, j'ai répondu à cette question, à ce mystère de la dernière nuit de Claude François, cette dernière nuit étrange, où Claude de Suisse n'a pas décollé à 22 heures selon la version de Sylvie Mathurin qui pendant 50 ans a dit cela, et selon la version de Fabien Lecoeuvre dans son agenda, c'est une erreur, je le dis à Fabien Lecoeuvre, Claude François a décollé en Suisse, il était 23h05. Et cela laisse penser que Sylvie Mathurin nous a caché quelque chose sur la mort de Claude François, ou qu'elle était avec lui cette nuit-là, ou alors que tout est inventé et qu'elle n'a pas passé 1 heure avec lui cette nuit-là. On croirait presque qu'elle n'a pas pris l'avion avec lui, on le croirait parce que peut-on faire une telle erreur ? Peut-on faire une telle erreur ? Peut-on dire qu'on décolle à 22 heures quand on est avec quelqu'un alors que c'est 23 ? Personne ne ferait une telle erreur. On se souvient quand même de l'heure de l'arrivée. Et pourtant, Sylvie Mathurin, pendant 50 ans, a dit toujours cette chose, que le décollage c'était 22 heures. Et c'est vrai que Fabien Lecoeuvre a dit aussi 22 heures. Vous me le dites, Gabi. J'ai pas vérifié, mais je vous fais confiance parce que je sais que c'est la version officielle, c'est 22 heures. Mais dans la vraie version, c'est pas vraiment 22 heures. C'est pour ça qu'il était important de voir le témoignage du pilote. Et vous voyez, dans la mort de Claude François, il n'y a rien de vrai de ce qu'on vous a raconté. Rien n'est réel dans sa mort, même pas le décollage de son avion en Suisse, où il n'a jamais décollé à 22 heures, comme tout le monde l'a dit, Sylvie Mathurin, Fabien Lecoeuvre et tant d'autres personnes. Et non, il n'a jamais décollé à 22 heures, tout simplement parce que le pilote est formel, il a décollé à 23h05. À bientôt pour les prochaines émissions sur YouTube. Et merci Gabi.